Ma mère a appelé pour dire. Tu as 48 heures pour quitter la maison dont tu as hérité, la famille a décidé qu'elle était à toi. Ma mère a appelé en disant. Tu as 48 heures pour quitter la maison dont tu as hérité. La famille a décidé qu'elle appartient à ta sœur. Maintenant. J'ai passé ces 48 heures avec un avocat, à la place. Quand ils ont débarqué avec un camion de déménagement, le shérif attendait déjà à la porte. Ma mère m'avait appelé un mardi. Elle a dit que la famille avait décidé que ma sœur avait davantage besoin de la maison. Le jeudi matin, un adjoint du shérif se tenait sur mon porche, mais il n'était pas là pour moi. Heure 0. Le téléphone a sonné à 18h14. Je me tenais dans la cuisine de mon grand-père, en train de réchauffer un reste de chili. Dans une marmite qu'il avait achetée en 1997, dans une quincaillerie qui n'existe même plus. La marmite avait une bosse sur le côté gauche, datant du jour où il l'avait fait tomber. En essayant d'attraper un torchon pendant un match de football. Je m'en souviens, car j'avais 8 ans, et je croyais que la marmite était cassée. Il m'avait dit, elle retient encore la soupe, n'est-ce pas? Et il était retourné voir son match. J'ai décroché le téléphone. La voix de ma mère avait ce ton si particulier. Celui qu'elle utilise, quand elle a déjà répété la conversation toute seule, dans sa voiture. Sa voix de réunion. Sauf que je n'étais pas en réunion. Je préparais du chili. Marcus, il faut qu'on parle de la maison. J'ai baissé le feu. Je n'ai rien dit. La famille en a discuté. Kelsey attend un enfant. Elle a besoin de stabilité. La maison devrait revenir à quelqu'un qui construit une famille. Et pas seulement à quelqu'un qui y habite, sans rien faire. J'ai ouvert la bouche, je l'ai refermée, puis je l'ai rouverte. J'ai dit, c'est qui, la famille, Diane? Elle détestait quand je l'appelais par son prénom. Elle a marqué une pause. Puis. Tout le monde est d'accord. Tu as 48 heures pour prendre tes dispositions. L'ancien garde-meuble de ton père est libre. Tu peux y mettre tes affaires. Travis a loué un camion. Pour vendredi matin. Je suis resté planté là, tenant une cuillère en bois. Le téléphone coincé entre mon épaule et mon oreille, fixant la bosse sur la marmite. Elle continuait de parler. Quelque chose à propos du terme de la grossesse de Kelsey. Quelque chose sur le fait que Pop aurait voulu que la maison soit utilisée, correctement. Quelque chose sur le fait que je pourrais me trouver un bel appartement, plus près de mon travail. Elle a dit, plus près du travail. Comme si elle me rendait service. Comme si j'avais attendu que quelqu'un m'expulse, pour avoir un trajet plus pratique. J'ai dit, d'accord, Diane. Elle a répondu, ne rends pas les choses difficiles. J'ai raccroché. J'ai fini de réchauffer le chili. Je me suis assis à la table que mon grand-père avait construite de ses mains, quand il avait 44 ans. Avec des planches de pain récupérées chez un voisin, lequel démolissait une clôture. J'ai mangé tout le bol. J'ai lavé la marmite. Je l'ai remise exactement là où elle va toujours. Le deuxième crochet, sur l'étagère murale. La poignée tournée vers la gauche. Ensuite, j'ai appelé Desmond. Première heure. Desmond et moi, on était à l'université ensemble. Il est devenu avocat, spécialisé en droit immobilier. Je suis devenu ingénieur en mécanique. Et j'ai passé 4 ans à conduire mon grand-père sous dialyse, 3 fois par semaine. Des chemins différents. Mais Desmond est le genre d'ami, qui décroche dès la première sonnerie, à 19h un mardi soir. Sans demander pourquoi. Je lui ai raconté ce que Diane avait dit. Mot pour mot. Il est resté silencieux, pendant environ 10 secondes. Je pouvais l'entendre manipuler des papiers, à l'autre bout du fil. Puis, il a dit, tu as le testament. Dans la boîte ignifuge. Sous le lit de Pop. Lis-moi la section concernée. Je suis monté à l'étage. La chambre de Pop avait encore son odeur. La crème mentholée, le papier de cèdre au fond des tiroirs, et la légère odeur de menthe. Du dentifrice qu'il utilisait. Le dentifrice vert, qu'il pressait toujours par le bas.
Parce qu'il disait que les gens qui pressent par le milieu manquent de discipline. J'ai ouvert la boîte ignifuge. Le testament était dactylographié, notarié, et enregistré auprès du comté. Limpide, comme de l'eau de roche. La maison, la propriété, et son contenu. Le tout légué à Marcus David Hardigne. Sans condition. Sans aucune ambiguïté. Attesté par 2 témoins, et notarié par un 3e. J'ai lu les sections concernées à Desmond. Il a dit, ce n'est pas une simple conversation. Marcus. C'est une violation de domicile qui se prépare. Apporte-moi le testament demain matin. À 8 heures. Tous les documents que tu as. Et Marcus. Ne rappelle pas ta mère. Ne lui envoie pas de message. Ne réponds à personne. En ce moment, le silence est ton arme. Je ne l'ai pas rappelé. Je suis descendu, j'ai éteint la lumière de la cuisine, et je me suis assis dans le salon. Dans le noir, pendant environ 20 minutes, écoutant la maison craquer. Comme elle le fait depuis 37 ans. Pop disait toujours que la maison parlait. Je ne lui ai jamais demandé ce qu'elle disait. 2e heure. Je n'arrivais pas à dormir. Je me suis assis dans le fauteuil inclinable de Pop. Le marron, avec l'accoudoir déchiré, qu'il refusait de réparer. Parce qu'il disait que cette déchirure, c'était du caractère. Le cuir était craquelé sur le côté gauche, et tout doux sur le côté droit. Là où son coude reposait toujours. J'ai sorti le journal de soins, du tiroir de la table d'appoint. Je l'avais tenu pendant 4 ans. Chaque rendez-vous de dialyse. Chaque changement de médicament. Chaque relevé de tension artérielle. Chaque repas que je lui ai cuisiné. Chaque fois que quelqu'un venait lui rendre visite. Je n'avais jamais compté les visites, auparavant. Je n'en avais jamais eu de raison. Je ne tenais pas les scores, je tenais un dossier médical. Je me suis mis à compter. 4 ans. Ça fait environ 208 semaines. Pop a vécu pendant 204 de ces semaines, après que j'ai emménagé. Mes visites? J'habite là. Tous les jours. 1428 jours. J'ai préparé le dîner, 6 soirs par semaine. Le 7e soir, Pop insistait pour commander une pizza. Car il disait qu'un homme qui ne mange jamais de pizza, est un homme qui a baissé les bras. Je l'ai conduit à ses dialyses, 624 fois. Je suis allé chercher ses ordonnances, 211 fois. Je l'ai aidé à aller aux toilettes, quand ses jambes flanchaient. Je me suis assis avec lui sur le porche, quand le temps s'y prêtait, et il me parlait de l'usine. Où il avait travaillé pendant 31 ans. Du jour où il a épousé Nana Ruth, de son voile qui s'est envolé pendant la cérémonie. Et de la façon dont elle l'a poursuivi, à travers le parking de l'église, avec ses talons. Diane, 14 visites. 9 d'entre elles tombaient pendant les fêtes. 3, c'était quand elle avait besoin que Pop signe quelque chose. Des papiers d'assurance, et un formulaire qu'elle n'a jamais expliqué. 2 visites étaient à l'improviste. Toutes les 2 ont duré moins de 30 minutes. Et toutes les 2 se sont terminées avec Diane, disant qu'elle devait repartir. Kelsey, 2 fois. Thanksgiving 2019, et Noël 2021. Elle est partie tôt les 2 fois, parce que Travis avait un truc de prévu. La 2e fois, elle n'a même pas retiré son manteau. Travis, 0. Pas une seule fois. Il n'a jamais rencontré Pop. Il ne lui a jamais serré la main. Il ne s'est jamais assis dans ce fauteuil, n'a jamais mangé à cette table. Et n'a jamais entendu Pop raconter une histoire, sur quoi que ce soit. Je suis resté assis là, avec le journal ouvert sur mes genoux, le regard fixé sur ces chiffres. Le fauteuil de Pop sentait encore la crème mentholée, qu'il mettait sur ses genoux. La télévision était éteinte, mais je pouvais toujours voir le contour de son reflet, sur l'écran. Comme si le verre se souvenait de l'endroit, où il s'asseyait. J'ai fermé le journal. Je l'ai remis dans le tiroir. 14 visites en 4 ans. Et c'est elle, qui veut la maison. 4e heure. Je n'arrêtais pas d'y penser. J'ai ouvert mon ordinateur portable, sur la table de la cuisine.
Je ne sais pas pourquoi j'ai cherché ce que j'ai cherché. L'instinct, peut-être. Ou la paranoïa. Ou le fait que, quand Diane répète un discours, c'est généralement qu'elle s'y prépare depuis bien plus longtemps, qu'elle ne le laisse paraître. Elle n'improvise pas. Elle n'a pas d'idée, sur le coup. Tout ce que fait Diane, a déjà été entouré sur un calendrier, quelque part. J'ai cherché l'adresse. Mon adresse. La maison de Pop. 414 Birchall Lane. Troisième résultat. Un site d'annonce immobilière. La maison. Ma maison. Publié 11 jours après les funérailles de Pop. Avant même que le testament ne soit lu. Avant que la succession ne soit réglée. Avant que quiconque sache légalement à qui appartenait la moindre poignée de porte. Prix, 310,000 $. Contact, Travis Kelly, agent agréé. Description de l'annonce, propriété de succession, vendeur motivé, délai de clôture flexible. Excellent état pour le quartier. L'annonce comportait des photos. Ma cuisine. Mon couloir. La chambre de Pop. Celle où il est mort. Quelqu'un s'était promené dans ma maison, et avait pris des photos de chaque pièce. La description de l'annonce disait, propriété de succession, vendeur motivé, clôture flexible. J'ai fait des captures d'écran de tout. J'ai sauvegardé la page. J'ai sauvegardé la version en cache. J'ai sauvegardé les métadonnées, montrant la date de mise en ligne. 11 jours après les funérailles. 23 jours avant la lecture du testament. Travis avait mis en vente la maison de mon grand-père décédé, avant même que quiconque sache. Légalement, à qui elle appartenait. Il s'était promené à l'intérieur, avait pris des photos. Avait rédigé une description en utilisant des mots comme « motivé » et « flexible ». Et l'avait publié pour 310,000 $. J'ai fermé l'ordinateur portable. Mes mains étaient à plat sur la table, appuyant fort. Comme si j'empêchais quelque chose de s'envoler. Le robinet de la cuisine fuyait. Il fuit, quand on ne pousse pas la poignée jusqu'au bout, vers la droite. Pop la poussait toujours jusqu'au bout. Je me suis levé, et je l'ai poussé. 8e heure. Mercredi matin. Le bureau de Desmond sent le tonneur d'imprimante, et le vieux café. Le testament était déjà étalé sur son bureau, au moment où je me suis assis. Je lui ai tendu les captures d'écran de l'annonce. Il les a regardées, pendant environ 40 secondes. Il a enlevé ses lunettes. Puis, il les a remises. Ensuite, il a dit, c'est une tentative de fraude. Ils ont essayé de vendre une propriété. Qu'il ne possède pas. Travis n'a aucun droit de propriété. Aucune procuration. Il a un polo. Et l'appareil photo de son téléphone. Je n'ai pas ri. Desmond ne s'attendait pas à ce que je le fasse. Il était déjà en train d'écrire. Qu'est-ce que ça veut dire, pour vendredi? Vendredi, c'est facile. Le testament est inattaquable. Notarié, déposé. Attesté par des témoins. Ta mère n'a aucun droit légal. Ta sœur n'a aucun droit légal. Travis n'a aucun droit légal. S'ils se pointent avec un camion de déménagement. Ils sont en violation de domicile. Je vais faire rédiger une ordonnance d'interdiction de pénétrer sur les lieux. D'ici midi aujourd'hui. Et le bureau du shérif sera informé d'ici 15 heures. S'il pose le pied sur la propriété. Après avoir reçu la signification. C'est une affaire pénale. Pas une dispute familiale. Pas un désaccord. Un crime. Il a fait une pause. Il a regardé à nouveau les captures d'écran de l'annonce. Il les a tournées sur le côté, comme si cet angle pouvait lui révéler quelque chose. L'annonce? C'est un problème distinct. C'est de la fraude. Potentiellement de la fraude électronique. Si de l'argent a changé de main, ou si cela a été discuté. Je te conseille de tout documenter. Et de le garder de côté. Ne joue pas encore cette carte. Laisse-les venir à la maison. Laisse-les essayer. L'annonce devient une preuve de préméditation.
Cela montre que ce n'était pas une dispute familiale. Née sous le coup de l'émotion. C'était planifié. Je suis resté assis dans son bureau, pendant qu'il travaillait. Son assistante a apporté du café, dans un mug où il était écrit « L'avocat le plus passable du monde ». Il ne l'a pas remarqué. Il était déjà en train de rédiger. C'est à ce moment-là, qu'il a sorti la deuxième enveloppe. Elle se trouvait dans le dossier du testament. Scellé. Mon nom y figurait, écrit de la main de Pop. Cette écriture tremblante de sa dernière année, lorsque tenir un stylo était une négociation. Entre sa main et son cerveau. Desmond a expliqué que l'avocat chargé de la succession l'avait signalé comme étant une lettre personnelle, et non un document légal. Et l'avait mise de côté, pour qu'elle soit remise à son destinataire. Personne ne l'avait remise. Elle était restée dans le dossier, pendant des mois. Je l'ai ouverte dans le bureau de Desmond. Le papier sentait la boîte ignifuge, une odeur métallique et sèche. L'écriture de Pop, tremblante, mais lisible. Il appuyait fort sur le stylo. Il appuyait toujours fort. Marcus, ta mère m'a demandé de changer le testament, par 3 fois. J'ai dit non. Par 3 fois. La 3e fois, elle a amené Kelsey. Kelsey a pleuré devant moi. Alors que j'étais sous oxygène. Ta mère l'a briefé dans le couloir. Juste avant qu'elle n'entre. Je pouvais l'entendre. À travers la porte. Elle disait à Kelsey ce qu'elle devait dire. Garde la maison. Tu l'as mérité. En étant présent. Chaque mardi, chaque jeudi. Chaque samedi. Ne te sens pas coupable. Mon choix a été clair. Et mon fils? S'ils viennent pour la prendre, et ils le feront, appelle un avocat. Avant d'appeler ta mère. Je t'aime, Pop. Je l'ai lu 2 fois, je l'ai plié, puis je l'ai rangé dans la poche de ma veste. Celle de l'intérieur, où je garde les choses que je ne veux pas perdre. Desmond n'a pas demandé ce qu'elle disait. Il a poussé une boîte de mouchoirs sur le bureau, vers moi, sans lever les yeux de ses papiers. C'étaient des mouchoirs bon marché, de ceux qui ont la texture du papier cahier. Pop s'en serait plaint. Il était très à cheval, sur la qualité des mouchoirs. Il disait qu'un homme qui ne peut pas s'offrir des mouchoirs corrects, est soit fauché, soit radin. Et que les deux se soignent. 12e heure. Mercredi après-midi. J'étais de retour à la maison, assis sur le porche avec un verre d'eau. Regardant la rue où il ne se passait rien, quand Monsieur Kaplan s'est approché. Kaplan a 74 ans, c'est le voisin d'à côté, un électricien à la retraite. Il me parle peut-être 6 fois par an, et 4 de ces fois, c'est pour parler de sa pelouse. De la météo, ou des deux. Il tenait une clé USB à la main, comme si c'était quelque chose qu'il aurait préféré. Ne pas avoir à tenir. Le petit ami de ta sœur était ici, la semaine dernière. Je l'ai regardé. Quoi? Mercredi. Vers 14 heures de l'après-midi. Tu étais au travail. Il a essayé la porte arrière. Il a fait le tour complet de la maison, il a testé le loquet du portail latéral. Puis de nouveau la porte arrière. Il a regardé par les fenêtres. Et a pris des photos avec son téléphone. Ma caméra Ring a tout enregistré, minute par minute. Il m'a tendu la clé USB. Je l'ai prise. Sa main était ferme. La mienne, ne l'était pas. Ton grand-père était un homme bien, Marcus. Il m'a aidé à réparer ma porte de garage, 2 fois. Et n'a jamais rien demandé en retour. Si ce n'est une bière. Je ne sais pas ce qui se passe avec ta famille. Mais cet homme méritait mieux, que cette situation, quelle qu'elle soit. Il a fait demi-tour et est rentré chez lui, sans attendre de réponse. C'était le plus grand nombre de mots que j'avais entendu Kaplan prononcer, en 3 ans. Il les avait dit, de la même façon qu'on lit une liste de courses. De manière neutre, factuelle, comme s'il annonçait la météo. Sauf que la météo, c'était que la maison de mon grand-père décédé, était en train d'être repérée. Par le petit ami de ma sœur. Je suis rentré à l'intérieur,
et j'ai branché la clé USB. 12 minutes de vidéo. Travis, en train d'arpenter ma propriété, testant la poignée de la porte arrière. Essayant le loquet du portail sur le côté, regardant par la fenêtre de la cuisine. Les mains en coupe autour de ses yeux. Un horodatage, 14h07. 6 jours avant l'appel téléphonique de Diane. 6 jours avant que la famille ne décide. Il était ici, avant même que quelqu'un ne me dise quoi que ce soit. À mesurer, planifier, tester. J'ai sauvegardé les fichiers à 3 endroits différents, et je les ai envoyés par email à Desmond. Avec pour objet, preuve préliminaire. Ensuite, je suis retourné à l'extérieur, je me suis assis sur le porche. Et j'ai regardé Kaplan tondre sa pelouse, comme si de rien n'était. Il tondait en ligne droite, ne ratait jamais une bande, et n'a jamais regardé dans ma direction. 19e heure. Mercredi soir. Tante Priya a appelé, à 23h. J'ai failli ne pas décrocher. Priya a épousé mon oncle Garrett, le frère de Diane, qui est mort d'un accident vasculaire cérébral. Il y a 9 ans. Diane ne l'a jamais aimé, disant qu'elle était théâtrale. Et qu'elle cherchait toujours à créer des histoires. Priya est la personne la plus discrète que j'ai jamais rencontrée. Elle fait de la confiture de mûres, avec les buissons de son jardin. Elle conduit une Corolla de 2009, avec une bosse sur le pare-choc qu'elle n'a jamais fait réparer. La chose la plus dramatique qu'elle ait jamais faite, c'est de rendre un livre de bibliothèque avec 2 jours de retard, puis de s'excuser en personne. Auprès de la bibliothécaire. Marcus. Je t'envoie des captures d'écran. Ne me demande pas comment je les ai eues. Sauvegarde-les. C'est tout. 26 captures d'écran. Une discussion de groupe familial, à laquelle je n'ai jamais été ajouté. Créée 4 semaines avant l'appel de Diane. Les membres, Diane, Kelsey, Travis, 2 cousins à qui je parlais à peine, et mon oncle Ray. Les messages racontaient l'histoire. Pas l'histoire que Diane m'avait racontée au téléphone. La vraie. Première semaine, Diane lance l'idée. Marcus vit là, tout seul. Ce n'est pas utilisé correctement. Il n'a même pas de famille. Kelsey est immédiatement d'accord. Travis envoie des liens immobiliers, et des ventes comparables dans le quartier. Il faisait déjà les calculs. Deuxième semaine, Diane demande si quelqu'un connaît un avocat, spécialisé en droit immobilier. Qui gère les affaires familiales. Travis se porte volontaire, pour s'occuper de toute la logistique. C'est mon métier. Kelsey choisit les pièces. Elle voulait que la chambre de Pop soit transformée en chambre d'enfant. Elle estimait les dimensions de mémoire, dans une maison où elle n'était entrée que 2 fois. En 4 ans. Elle a dit que le placard devrait être vidé. Le placard de Pop, où ses vêtements sont toujours suspendus. Parce que je ne les ai pas encore déplacés. 3e semaine, la stratégie. Les mots exacts de Diane, on lui donne un ultimatum. S'il ne part pas, on débarque. Il ne se battra pas. Il ne se bat jamais. La réponse de Travis, s'il résiste, on lui dit qu'on va contester le testament. Même si on ne peut pas gagner. Les frais de justice le ruineront. Kelsey a ajouté un emoji pouce en l'air. Il ne se bat jamais. Ces quelques mots sont restés coincés dans ma poitrine. Comme une pierre que quelqu'un y aurait placée avec soin, qu'il aurait mise en équilibre. Avant de repartir. Je les ai lus, alors que j'étais assis dans le fauteuil de Pop, à 23h30, un mercredi soir. Et je sentais un goût de métal dans ma bouche, comme si je mordais dans du papier d'aluminium. Le robinet fuyait à nouveau. Je ne me suis pas levé pour le réparer, cette fois-ci. 4e semaine, l'exécution. Travis confirme la location du camion, $189 pour 24 heures. Il a gardé le reçu dans la discussion de groupe. Kelsey demande des avis sur les couleurs de peinture, pour le salon. Elle hésitait entre brouillard côtier et lumière matinale. Pour mon salon. Dans ma maison. Pendant que le fauteuil de mon grand-père gardait encore la forme de son corps.
Diane dit qu'elle passerait l'appel mardi soir, car il sera rentré du travail. Et il ne s'y attendra pas. Pendant des semaines. Ils avaient planifié cela, pendant 4 semaines. Ils avaient coordonné leurs emplois du temps, discuté de la stratégie, réparti les responsabilités. Prévu le budget pour un camion de déménagement, et choisi les couleurs de peinture. Et personne, pas une seule personne dans cette discussion de groupe, n'avait envoyé un seul message disant « On devrait peut-être demander l'avis de Marcus ». Pas un seul. J'ai tout transféré à Desmond. Il a répondu à 23h48, avec 2 mots, en anglais, continue comme ça. 24e heure. Jeudi matin. Desmond m'a appelé à 7 heures. Sa voix avait ce ton tranchant, qu'il prend quand une situation passe d'agaçante, à très sérieuse. Est-ce que tu as appelé la police, la nuit dernière? Non. Quelqu'un a demandé un contrôle de police pour toi, à 2 heures du matin. En disant au répartiteur que tu étais instable. Et que tu menaçais de détruire la propriété. La personne a dit que tu faisais une dépression. Et que tu ne devrais pas être seul. Dans cette maison. 2 agents se sont présentés à ta porte. Tu n'as pas répondu. Parce que tu dormais. En effet, je dormais. J'ai le sommeil lourd. Pop plaisantait souvent en disant que je pourrais dormir malgré une fanfare jouant dans l'allée. Et me plaindre ensuite, que quelqu'un m'avait réveillé trop tôt. Desmond, qui a passé cet appel? Le rapport indique que la plante est ta sœur. Elle a donné son nom complet. Elle s'est présentée comme un membre de la famille inquiet. Et a affirmé que tu proférais des menaces. Et que tu agissais de manière erratique. Les agents ont trouvé la maison plongée dans le noir. Sans aucun signe de perturbation, aucun bruit. Et aucun dommage. Ils ont laissé une carte sur la porte. Je l'ai découvert. Parce que le bureau du shérif l'a signalé. Quand je les ai contactés pour l'ordonnance d'interdiction. Un contrôle de police, à 2 heures du matin, pour un homme qui dort dans sa propre maison. Déposé par une femme qui a visité cette maison 2 fois en 4 ans. Et qui serait incapable de vous dire, quelle chambre se trouve sur le côté gauche du couloir. Je voulais être en colère. Une part de moi l'était. Une autre part de moi ressentait quelque chose de plus sourd, de bien pire, comme de la déception. Sauf que j'avais arrêté d'attendre quoi que ce soit de Kelsey, depuis bien longtemps. Et une infime part de moi, celle qu'on a du mal à avouer, voulait juste appeler Pop. Et l'entendre dire une chose toute simple, sur un sujet sans la moindre importance. Desmond a dit, ça devient systématique, maintenant. L'annonce, l'intrusion. La discussion de groupe, et maintenant, un faux signalement. Je l'ajoute au dossier. Et j'appelle directement le bureau du shérif. L'adjoint qui signifiera l'ordonnance demain. Doit avoir tout le contexte. J'ai préparé du café. Je l'ai bu en restant debout, au comptoir de la cuisine, fixant la bosse de la marmite. Le café était trop fort, 4 cuillères au lieu de 3. De toute façon, je ne lui trouvais aucun goût. 38e heure. Jeudi après-midi. Desmond a déposé 3 choses avant 16 heures. Une ordonnance d'urgence d'interdiction de pénétrer sur les lieux. Des lettres de mise en demeure, pour Diane, Kelsey, et Travis, individuellement. Et une plainte formelle, auprès du site d'annonce immobilière. Documentant l'annonce frauduleuse de Travis. Le bureau du shérif a confirmé qu'un adjoint serait présent sur la propriété, vendredi matin. Dès 8 heures. Desmond a également fait une vérification des antécédents de Travis. Travis Kelly, agent immobilier agréé, 3 ans d'activité. 2 plaintes de clients, au cours des 14 derniers mois. Toutes 2 pour fausses déclarations sur le statut d'un bien immobilier. Pas des accusations criminelles, mais pas un dossier vierge non plus. Le genre de dossier qui pousse une commission d'agrément à prêter attention. Lorsqu'une 3e plainte arrive, avec des captures d'écran. J'ai demandé à Desmond ce qui se passerait, s'il se pointait quand même. Il a répondu, on leur remet les documents. S'ils ne partent pas, ils se font arrêter. Et l'annonce,
les images de la caméra Ring, la discussion de groupe. Le contrôle de police, tout cela signifie qu'ils ne pourront pas plaider le malentendu. Tout était planifié, documenté, horodaté. Ils ont eux-mêmes construit les preuves de leur propre culpabilité. Il a dit une dernière chose, avant de raccrocher, ton grand-père t'a écrit cette lettre. Parce qu'il savait exactement qui étaient ces gens. Ne l'oublie pas, quand ils seront là. À pleurer dans ton allée. Je ne l'ai pas oublié. Ce soir-là, vers 21h, Desmond m'a rappelé. Il avait approfondi le dossier de succession. En faisant des recoupements avec les registres du comté. Il avait trouvé quelque chose. 7 mois avant la mort de Pop, alors qu'il était sous oxygène à domicile. Et que je le conduisais à ses dialyses 3 fois par semaine. Quelqu'un avait déposé une demande auprès du greffe du comté, pour modifier le testament. La demande a été rejetée, car elle ne venait pas de Pop. Elle venait de Diane. Elle s'y était inscrite, comme représentante familiale autorisée. Elle ne l'était pas. Elle n'avait aucune procuration. Elle n'avait aucune autorité légale. Elle l'a simplement écrit sur un formulaire, et l'a soumis. Comme si l'autorité était une chose qu'on pouvait s'octroyer soi-même, avec un simple stylo à billes. Le greffier du comté l'a signalé, et a envoyé une lettre à l'adresse personnelle de Pop. Je n'ai jamais vu cette lettre, car Pop l'avait interceptée. Mais elle se trouvait dans le dossier de succession. Pop l'avait gardée. Il avait gardé la lettre envoyée par le comté, il avait gardé le dépôt initial de Diane. Et il avait écrit dans la marge du document de Diane, avec son écriture tremblante. En appuyant assez fort pour marquer le papier, elle a essayé de le changer. Pendant que j'étais sous oxygène. Je n'oublierai pas cela. HH. Ma mère a essayé de modifier le testament de mon grand-père, pendant qu'il était en train de mourir. Elle est entrée dans un bureau du comté, a rempli un formulaire, a menti sur son autorité. Et a tenté de détourner sa maison au profit de son enfant préféré. Pendant que l'homme qui en était propriétaire, respirait à l'aide d'une machine. Elle a échoué parce qu'un greffier a fait son travail, mais elle a essayé. Pop le savait, il a gardé les preuves, et il les a laissées dans le même dossier. Que le testament qui me léguait tout. Je me suis assis dans le fauteuil inclinable. J'ai pressé mon visage contre l'appui-tête, sans même y penser. L'odeur de la crème mentholée avait presque disparu. Presque. J'ai réglé mon réveil, pour 6 heures. Le lendemain, c'était vendredi. 47e heure. Vendredi matin. L'adjoint Whelan s'est présenté à 7h50. Un jeune gars, vers la fin de la vingtaine, bâti comme un ancien joueur de football américain. Son badge indiquait Whelan. Il tenait l'ordonnance d'interdiction, dans une chemise cartonnée. Il l'avait lu. Il avait aussi lu le dossier supplémentaire, préparé par Desmond. Je lui ai proposé du café. Il a dit non. Puis, il a regardé la cuisine, a vu la cafetière sur la cuisinière, et a dit, en fait, ouais. Je veux bien. Nous nous tenions sur le porche, buvant du café à 8h15. La rue était calme. Un jogger est passé. Un chien a aboyé, quelque part dans le pâté de maisons voisins. Kaplan était déjà dehors, en train de tailler les bordures de son allée. Avec une précision qui laissait penser que, lui aussi, attendait cette matinée. Whelan a dit, votre avocat est minutieux. C'est le meilleur. J'ai lu la lettre du grand-père. Celle qui est dans le dossier. Je l'ai regardée. Il a pris une gorgée de café, et a ajouté, un homme intelligent, votre grand-père. À 8h47, un camion de déménagement blanc, a tourné dans Birch-O'Loughlin. Un 26 pieds. Derrière lui, la Camry argentée de Diane. Et derrière elle, un pick-up rouge que je ne connaissais pas. Whelan a posé son café sur la rambarde du Porsche. Il a ajusté sa ceinture, et s'est dirigé vers le bout de l'allée. Lentement, avec assurance. De la manière dont on marche, quand on a déjà fait cela. Et qu'on sait exactement ce qui va se passer. Le camion s'est garé dans la rue. Travis est descendu côté conducteur, portant un polo et un pantalon kaki.
comme s'il se rendait à une journée portes ouvertes. Ce qui, compte tenu de ses plans, devait être exactement ce qu'il pensait faire. Kelsey est descendue du côté passager. Sa grossesse se voyait. 5 mois, peut-être un peu plus. Elle portait un pull, des baskets, et l'expression de quelqu'un qui s'attendait à être déjà en train de porter des cartons, à cette heure-là. Diane est descendue de la Camry. Elle portait un dossier. Elle porte toujours un dossier, quand elle veut avoir l'impression d'être aux commandes. Le pick-up rouge, c'était mon cousin Derek. Je ne lui avais pas parlé, depuis 2 ans. Il est descendu, avec l'air de quelqu'un qui préférerait être n'importe où ailleurs. Ses mains étaient déjà dans ses poches, avant même que ses pieds ne touchent le sol. Ils étaient 4, debout au bout de mon allée, regardant un adjoint du shérif, qui se tenait au beau milieu de cette même allée. 48e heure. Diane a parlé la première. Elle parle toujours la première, dans n'importe quelle pièce, à n'importe quelle table. Elle parle la première, parce qu'elle croit que celui qui parle en premier contrôle la conversation. Pop disait un jour que Diane était née en argumentant. Et qu'elle n'avait jamais trouvé de raison de s'arrêter. Agent. Il y a eu une confusion. C'est une affaire de famille. Il a été demandé à mon fils de libérer la propriété. Pour que ma fille puisse emménager. Nous sommes juste ici, pour faciliter la transition. Ouellon a levé le dossier. Madame, j'ai ici une ordonnance d'interdiction de pénétrer sur cette propriété. Signée par un juge. Le propriétaire de la maison est Marcus Hardigne. La propriété lui a été cédée par le biais d'un testament légalement homologué. Vous n'avez pas la permission d'entrer sur cette propriété. Si vous dépassez ce point, vous serez arrêté pour violation de domicile. Silence. Le moteur du camion tournait encore. On pouvait l'entendre depuis le porche, ce faible bourdonnement de diesel, qui ressemble à la respiration d'un gros animal. Travis s'est avancé. Il tenait son téléphone à la main, comme s'il pouvait avoir besoin de vérifier quelque chose. Agent, il y a clairement un litige juridique ici, concernant la succession. Et nous avons des documents qui suggèrent. Ouellon l'a regardé. Êtes-vous Travis Kelly? Oui. J'ai aussi une mise en demeure pour vous. Il a sorti une deuxième enveloppe du dossier, et l'a tendue à Travis. Vous êtes nommé dans une plainte, pour avoir mis cette propriété en vente. Sans autorisation. L'annonce a été publiée 11 jours après les funérailles du grand-père du propriétaire. Je vous conseille de contacter votre propre avocat. Travis a pris l'enveloppe. Son visage a pris une expression que je n'avais jamais vue auparavant. L'expression d'un homme qui entre dans ce qu'il croyait être son bureau. Et qui trouve le nom de quelqu'un d'autre sur la porte. Kelsey a commencé à pleurer. Pas des pleurs silencieux. Le genre de pleurs qui s'accompagnent d'effets sonores. Le genre de pleurs qu'on joue, pour un public. Elle s'est tournée vers moi, sur le porche, et a dit, « Marcus. Je suis enceinte. J'ai besoin de cette maison. Pop aurait voulu que j'aie un endroit sûr. Pour élever son arrière-petit-enfant. Tu le sais. Tu sais qu'il voudrait ça. » Je tenais mon café. Le mug que Pop avait acheté dans un vide-grenier. Celui avec une truite décolorée dessus. Je n'ai pas bougé du porche. J'ai répondu, Pop voulait beaucoup de choses, Kelsey. L'une d'entre elles. C'était que quelqu'un vienne lui rendre visite, plus de 2 fois en 4 ans. C'est la seule chose que j'ai dite, pendant toute la scène de l'allée. Les mots sont sortis de manière neutre. Pas froid, pas en colère. Juste factuel. De la même façon qu'on lirait un chiffre sur une page. Les pleurs de Kelsey ont changé de ton. Passant d'une performance, à quelque chose qui aurait pu être réel. Ou qui était peut-être le son d'un plan qui tombe à l'eau. Le dossier de Diane tremblait entre ses mains. Elle s'est tournée vers Ouellon. Sa voix est montée d'un octave. C'est la maison de mon père. J'ai tout à fait le droit de... Madame? Vous n'avez aucun droit légal sur cette propriété. Le testament a été homologué.
L'acte de propriété a été transféré. Si vous pensez qu'il y a une erreur juridique, engagez un avocat et déposez une réclamation devant les tribunaux. Mais pour l'instant, vous devez partir, ou je procéderai à votre arrestation. 2 voisins étaient sortis. Madame Reed, de l'autre côté de la rue, en peignoir, qui regardait simplement. Un homme, 3 maisons plus loin, tenant un tuyau d'arrosage dont il ne se servait pas. Et Kaplan, debout dans son jardin, les bras croisés, observant toute la scène comme s'il l'avait attendu. Diane a regardé les voisins. Elle a regardé Whelan. Elle m'a regardé, sur le porche, avec mon mug à l'effigie d'une truite. Puis, quelque chose derrière son visage, s'est effondré. Pas physiquement. Elle n'est pas tombée. Mais la structure qui maintient Diane en un seul morceau, l'autorité, la certitude. La conviction absolue qu'elle contrôle chaque pièce où elle entre. Tout cela s'est dissous en l'espace de 4 secondes. Sa bouche s'est ouverte, et rien n'en est sorti. Puis elle a dit, très doucement, presque pour elle-même, « Tu devais juste partir. » Je n'ai pas répondu. J'ai pris une gorgée de café. Il avait refroidi. Travis a posé sa main sur l'épaule de Kelsey, et l'a raccompagnée jusqu'au camion. Derek était déjà dans son pick-up, le moteur en marche. Il est parti le premier, sans faire de signe de la main. Le camion a suivi. Diane est restée plantée dans la rue, pendant environ 30 secondes de plus que tout le monde. Serrant son dossier contre sa poitrine, regardant la maison comme si elle essayait de la mémoriser. Puis elle est montée dans la Camry, et elle est partie. Whelan est revenu vers le porche, a repris son mug de café sur la rambarde, et a bu une gorgée. Vous avez un bon avocat. Le meilleur. C'est bien. Ils essaieront autre chose. Ils essaient toujours autre chose. Ils ont essayé autre chose. Pas à la maison. Sur leur téléphone. La discussion de groupe a explosé, dans l'heure qui a suivi. Diane a dit à tout le monde que j'avais engagé un flic corrompu. Et que j'avais falsifié le testament. Kelsey a publié sur les réseaux sociaux que j'avais volé la maison d'une femme enceinte. Travis a envoyé des messages aux membres de la famille. Pour demander si quelqu'un connaissait un avocat prêt à travailler au résultat. Il n'était pas expulsé. Il n'avait jamais vécu là. Mais le langage devient flexible, quand on est désespéré. Desmond a envoyé la mise en demeure formelle, à tous les 3, par courrier recommandé. Cet après-midi-là. La lettre incluait les captures d'écran de l'annonce, les images de la caméra Ring. Le rapport du contrôle de police, les captures d'écran de la discussion de groupe. Et le dépôt du greffier du comté. Elle stipulait qu'aucune action en justice ne serait intentée, à condition que tout contact cesse. Que toute approche de la propriété s'arrête. Et que toute diffamation sur les réseaux sociaux soit supprimée dans les 72 heures. Les publications sur les réseaux sociaux ont disparu, en moins de 6 heures. Puis, Nana Ruth a appelé. La femme de Pop, ma grand-mère. 81 ans. Elle vit dans une communauté de retraités, à Scottsdale. Elle regarde Joe Pardy. Tous les soirs, et traite de « mollasson » quiconque se trompe sur un kit ou double. Elle a déménagé là-bas après la mort de Pop. Parce qu'elle disait que la maison gardait trop de lui dans ses murs. Marcus, ta mère m'a appelé en pleurant. Je m'en doutais. Je lui ai dit que j'étais au courant. J'étais au courant pour la modification du testament. Qu'elle a essayé de déposer pendant que ton grand-père était sous oxygène. Harold m'a montré la lettre du comté. Avant de mourir. Il me l'a montré en étant assis dans ce fauteuil inclinable. Celui avec l'accoudoir déchiré, et il a pleuré. Ton grand-père a pleuré 4 fois. En 52 ans de mariage, Marcus. À la naissance de chacun de ses enfants. Et quand sa fille a essayé de le voler. Pendant qu'il était en train de mourir. C'était ces 4 fois. Elle en a utilisé une. Elle est restée silencieuse, un instant. Je pouvais entendre Joe Pardy. En fond sonore. Quelqu'un répondait à une question sur les capitales européennes. J'ai dit à Diane qu'elle n'était pas la bienvenue à Scottsdale.
Tant qu'elle ne t'aurait pas écrit des excuses. Des vrais. Sur papier. J'ai dit la même chose à Kelsey. Et je leur ai dit à toutes les deux. Carole t'a choisi, parce que tu l'as choisi en premier. Chaque mardi, chaque jeudi, chaque samedi, tu étais là. Pas elle. La maison est allée à la personne, qui a répondu présent. Elle a ajouté une dernière chose, ne laisse personne te faire culpabiliser. D'avoir reçu ce que tu as mérité par ta présence. Ton grand-père savait exactement ce qu'il faisait. Il le savait toujours. Ensuite, elle a lancé, la réponse est Budapest, pas Bucarest, espèce de noix. À la télévision, et elle a raccroché. Au cours des 6 semaines qui ont suivi. Les choses se sont déroulées comme elles se déroulent toujours. Lorsqu'un mensonge familial vient à manquer d'oxygène. L'annonce immobilière a été retirée dans les 72 heures, suivant la plainte de Desmond. Travis a fait l'objet d'une enquête formelle, de la part de la commission d'agrément de son État. 2 plaintes de clients précédentes pour fausses déclarations de propriété. Plus une annonce frauduleuse sur une propriété, avec laquelle il n'avait aucun lien. Sa licence a été placée sous examen. Un examen actif, ce qui signifie pas de nouvelles annonces, pas de nouveaux clients. Pas de nouvelles commissions. Pour un homme dont le revenu entier dépendait des clôtures de vente. Ce n'était pas un simple contretemps. C'était une pause dans sa carrière, qui pourrait bien ne jamais reprendre. Kelsey et Travis n'ont pas survécu à la disparition de l'immobilier gratuit. Kelsey était enceinte de 6 mois, travaillait à temps partiel dans un cabinet dentaire. Et vivait dans un 2 pièces avec un homme, dont la licence immobilière était suspendue. Parce qu'il avait essayé de vendre une maison qui appartenait à quelqu'un d'autre. Travis a déménagé, 5 semaines après l'incident de l'allée. Un cousin a dit qu'il était parti vivre chez un ami, dans un autre état. Je n'ai pas demandé lequel. Diane a complètement cessé de me parler. Elle a aussi cessé de parler à Nana Ruth. Ce qui veut dire qu'elle a perdu la seule personne de la famille. En qui tout le monde avait encore confiance, et que tout le monde écoutait. Les membres de la famille élargie, qui étaient dans la discussion de groupe, ont commencé à m'appeler, un par un, au cours des semaines suivantes, pour s'excuser sincèrement. Oncle Ray a laissé un message vocal pour dire qu'il n'avait pas eu vue sur l'ensemble de la situation. Et qu'il aurait dû poser des questions. Derek n'a jamais appelé. Je ne m'y attends pas. Tante Priya est passée me voir, avec un pot de confiture de mûre, et son propre dossier. Pas de nouvelles preuves. De vieilles preuves. Il y a 15 ans, Diane avait fait le même coup au mari de Priya, Garrett, en faisant pression sur lui. Pour qu'il renonce à une voiture que leur père lui avait laissée. Priya avait gardé les lettres. Elle m'a dit, je les ai gardées pendant une décennie. Parce que je savais qu'elle recommencerait. Je ne savais juste pas qu'elle le ferait à son propre fils. Desmond a envoyé une dernière lettre à Diane, Kelsey et Travis. Un résumé complet des preuves, classées chronologiquement. La lettre stipulait que toutes les preuves étaient conservées indéfiniment. Et pourraient être soumises aux forces de l'ordre, si le moindre contact ou la moindre diffamation venait à se reproduire. La dernière phrase valait le détour. Le grand-père de Monsieur Harding avait anticipé cette situation avec une clarté remarquable. Il s'y était préparé en conséquence. La famille serait bien avisée de respecter ses volontés maintenant. Puisqu'elle n'a pas su les respecter, ni le respecter lui, de son vivant. 3 mois plus tard, un samedi, tôt le matin. Je suis monté dans mon pick-up, et j'ai fait le trajet de la dialyse de Pop. Je ne l'avais pas refait depuis sa mort. Je n'en avais pas eu de raison. À gauche sur Birch, à droite sur Elmhurst, à travers le feu de la route 9, où Pop disait toujours. Ce feu en a personnellement après moi, parce qu'il passait au rouge, à chaque fois. Sans exception. Passer le centre commercial où la clinique est coincée. Entre un pressing et un magasin de réparation de téléphone. Passer la station-service au coin de la rue, où je m'arrêtais pour lui acheter un soda au gingembre. Parce qu'il disait que les bulles aidaient son estomac, après le traitement. Les infirmières disaient que non. Il le buvait quand même, parce qu'il était Pop, et qu'il faisait ce qu'il voulait,
avec son estomac. J'ai fait tout le trajet, 42 minutes. Le siège passager était vide. Le porte-gobelet n'avait pas de soda au gingembre à l'intérieur. Le parking de la clinique était plein des voitures d'autres personnes. Le grand-père de quelqu'un d'autre était à l'intérieur, assis dans un fauteuil inclinable qui n'était pas aussi confortable que celui de la maison. À se faire nettoyer le sang, en attendant que quelqu'un se gare, entre, et dise « c'est l'heure ». J'espère que quelqu'un le fera. Je suis rentré à la maison, je me suis garé dans l'allée. La rambarde du porche avait besoin d'un coup de peinture. La pelouse avait besoin d'être tondue. La pelouse de Kaplan, naturellement, était immaculée. Elle l'est toujours. Je suis allé dans l'atelier de Pop. Je l'avais lentement vidé au cours des dernières semaines, décidant de ce que je devais garder, de ce que je devais donner, et de ce que je devais laisser, exactement à sa place. Ce matin-là, j'ai déplacé une boîte de vieux outils de l'étagère du haut. Et quelque chose est tombé de derrière. Une petite enveloppe, poussiéreuse, coincée entre l'étagère et le mur. Comme si elle avait été placée là exprès, par quelqu'un qui voulait qu'on la trouve. Mais pas tout de suite. Mon nom y figurait, écrit de la main de Pop. À l'intérieur, une seule photographie. Moi, à l'âge de 10 ans, assis sur un tabouret dans cet atelier, tenant un marteau de travers. Et souriant de toutes mes dents, comme si j'avais construit toute la maison à moi tout seul. Le tabouret sur lequel j'étais assis, est toujours là. Le marteau est toujours dans la boîte à outils, sur l'étagère du bas. Au dos de la photographie, de la main de Pop, mon assistant. L'équipe du mardi. Il répond toujours présent. J'ai posé la photo sur l'établi, je l'ai appuyée contre la lampe. La vieille lampe que Pop utilisait pour travailler le bois, celle avec l'abat-jour vert. Je l'ai branchée. Elle a vacillé 2 fois, puis elle a tenu bon. J'ai fait tout le trajet, 42 minutes. Pas de passager, pas de soda au gingembre. Juste la route, et le fait qu'il avait eu raison sur toute la ligne, à propos de chacun d'eux. 42 minutes sur ce trajet, 3 fois par semaine, pendant 4 ans. Et il pensait qu'un simple coup de téléphone, et un camion de déménagement allait tout effacer. Qu'auriez-vous fait de ces 48 heures? Les commentaires sont ouverts. Abonnez-vous, si vous en voulez plus.